Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être encore là malgré cette heure tardive un samedi soir. Je trouve que c'est vraiment très chouette de votre part. Et d'ailleurs, avant de commencer, je voudrais prendre une minute pour remercier Lou, remercier Sylvie, remercier toute l'équipe qui a mis en place, qui a mis cette magnifique manifestation en place. Marie-France, je sais le rôle que tu joues derrière, mais vraiment, c'est hyper bien organisé et avec des débats très très riches et ça a été très bon cru cette année. Voilà, merci encore. Et je tenais à le dire et vous pouvez les applaudir. Oui, il est tard, mais alors. On est sur la table ronde qui va discuter d'art au service du monde nouveau. On reviendra certainement sur ce titre d'ailleurs. Mais au préalable, je vais prendre aussi 2 minutes pour parler du concours qui a été lancé, un concours de récits qu'on a proposé aux jeunes. Et nous avons ici une candidate sur qu'est-ce qu'elles veulent, comment imaginer le monde de demain. Et donc, Auristelle fait partie des candidates. Elle a écrit un texte. Elle va déjà nous dire pourquoi tu as concouru, en fait, tout simplement. Bonjour à tous. Parle tout près du micro parce que sinon il ne marche pas. Bonjour à tous. Tu parles plus fort, plus près du micro, sinon il marche pas. C'est pas du tout Covid, un micro. Bonjour à tous. Voilà. Parfait. Oui, bonsoir plutôt. Alors la raison pour laquelle j'ai participé à ce concours, déjà par curiosité, je suis en master en management de la transition écologique et de l'économie circulaire. Donc le monde de la transition écologique m'intéresse particulièrement. Et j'avais envie de me poser, de prendre ce temps-là pour imaginer le monde de demain, de prendre un crayon, une feuille et voilà, simplement d'écrire ce qui j'avais envie de voir à l'avenir. Et je me suis dit que ce concours était une belle opportunité d'écrire ça. Et alors, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire cet exercice ? Il faut savoir que ce n'est pas un exercice qui est facile déjà. Je trouve que c'est un exercice qui est compliqué de vraiment venir poser des mots sur qu'est-ce qu'on a envie de voir demain. C'est un exercice que je vous invite tous à faire, prendre ce temps-là et imaginer. Donc, ça m'a permis de me poser et ça m'a permis de mettre des mots sur le demain que j'ai envie de voir. Alors, je ne vais pas tout raconter, mais j'ai lu le texte. Il s'agit d'une entreprise de demain de réparation de lave-linge. C'est pas super passionnant, sauf que c'est très très bien écrit. Enfin, de réparer des lave-linges. Hein. Et j'ai demandé à Auristelle de choisir un petit paragraphe qu'elle va nous lire, une partie de son texte. Oui, alors là, c'est juste une petite partie et je m'adresse à mes futurs enfants. J'ai pas encore d'enfants, j'ai que 21 ans. Et je leur dis que j'aimerais pouvoir leur dessiner un autre monde, celui où la diversité remplacerait l'économie de la standardisation, celui où on répondrait à nos besoins, à la place d'en créer de nouveaux, et où l'usage primerait sur la possession, où l'économie serait plus localisée et reliée mondialement et remplacerait l'économie mondialisée qui cherche à s'acheminer localement. Ce serait celui d'un monde où l'open source remplacerait les brevets, celui où le savoir serait distribué et non prisé, celui où surconsommer serait remplacé par sobriété, celui où rien ne se perd, tout se transforme, prendrait tout son sens dans la circularité. Ce serait celui où l'homme ferait partie du vivant et ne se sentirait pas supérieur à lui et dont on s'inspirerait plutôt que de chercher à le modifier. Celui où le collectif primerait sur l'individualisme, où la coopération serait plus valorisée que la compétition. Ce serait ce monde où l'économie serait régénérative et non pas destructive. Vous pouvez l'applaudir. C'est magnifique. Et tout ça en parlant de lave-linge. Donc vraiment, c'est très très bien. C'est vraiment très chouette. Mais merci beaucoup Auristelle. Je ne sais pas quels sont les résultats du concours. J'espère juste que t'as déjà un cadeau. Merci maman. Pour avoir surmonté ta timidité, avoir accepté de participer. Encore une fois, merci. C'est très chouette. Beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais appeler sur scène les autres acteurs de cette table ronde, Valère, Julie et Thierry.
Et on va se présenter, parce que moi-même, je ne me suis pas présentée, et on va passer à la deuxième partie de cette table ronde. Écoutez, il n'y a pas de placement prédéfini. Asseyez-vous. Et on va parler d'art, et on va se régaler, j'en suis sûre. Voilà. Donc, de nouveau, bonsoir à tous et à toutes. Deuxième partie de cette table ronde. Premièrement, je crois que je vais prendre quand même 2 minutes pour me présenter. Les autres, j'ai regardé, hein, les autres animateurs de table ronde l'ont fait aussi. Donc, je m'appelle Catherine Jandel, je suis directrice de recherche au CNRS en océanographie. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi moi à présenter cette table ronde sur l'art avec le pédigré que j'ai. Eh bien, tout simplement, déjà, je me suis portée volontaire. Je me suis portée volontaire parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément et que je pratique de plus en plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En tant qu'océanographe et la plupart de mes collègues climatologues, on l'a vu avec Valérie tout à l'heure, on est tous et toutes amenés à aller faire des conférences partout. Alors quand je dis partout, partout, parce que moi je refuse jamais rien. Du coup, je me retrouve à Mirepoix, devant le club écolo, etc. Enfin, il n'y a rien de méchant dans tout ce que je dis là, sauf que la plupart du temps, je montre des choses à des gens convaincus et qui ont plus de 70 ans. Et au bout d'un moment, on se dit, mais à quoi je sers là exactement en faisant ça? Et surtout, toujours le sens, hein, trouver du sens à ce que l'on fait. Et à la suite d'une expérience qui m'a beaucoup bouleversée, qui a été de faire le tour de France en train, et où, justement, pour exposer nos sujets, on a retiré le maximum de courbes. Une courbe, c'est horrible, il n'y a que les chercheurs qui aiment les courbes. Les chercheurs, quelques gens du CAC 40, et puis ça s'arrête là, quoi. Et on nous a un peu challengé, hein, la médiatrice avec laquelle on travaillait, nous ont dit, arrêtez les courbes et puis mettez des objets, des photos, des images. Ça m'a bouleversée et progressivement, via l'art et sciences en photographie, via, on va y venir, la rencontre avec l'équipe de Thierry et le groupe Passerelle, et très récemment via une expérience qui m'a absolument bouleversée, dont je vais donc dire deux mots de plus. Je pense vraiment qu'on a un travail extrêmement important à faire vis-à-vis des artistes et avec les artistes, et en particulier nous, en tant que scientifiques, avec les artistes. Et je dis bien avec et pas les artistes au service. On n'est ni au service des artistes et ils ne sont pas à notre service. Alors cette dernière expérience, c'est très simple. Un jour, un ami qui est un directeur de compagnie de théâtre, une toute petite compagnie toulousaine, le GDRA, m'a demandé d'écrire 40 000 signes sur la Méditerranée. La Méditerranée, alors moi comme je suis océanographe, hein, c'est la partie géologie, physique, chimie, biologie. Et il a demandé la même chose à un collègue anthropologue qui, lui, a parlé de la partie humaine. Et puis, avec les deux textes, théâtralisation, mise en forme, voilà, il y a un spectacle qui est monté, on a fait la première, on a eu des critiques, on va tourner, c'est super beau. Mais au moment de la construction du spectacle, à un moment donné, on avait théâtralisé mon texte et que j'avais écrit de façon extrêmement comme ça, là, professionnellement, quoi. J'avais écrit que la Méditerranée très mal, mais et en le lisant théâtralisé, eh bien j'ai pleuré. Et bien c'est ça en fait. Le truc, c'est que l'émotion, le ressenti, c'est extrêmement fort pour secouer les gens. Et c'est cette co-construction avec les artistes que je vis maintenant et que j'avais envie de partager un peu avec vous. Et puis surtout avec nos collègues que je vais vous présenter tout de suite. Voilà. Donc, allez, on va commencer par Julie. Julie est collaboratrice artistique à l'Opéra de Montpellier, Orchestre national de Montpellier. Elle est référente sur la responsabilité sociétale des organisations. C'est la même chose que pour les entreprises, sauf que ce n'est pas une entreprise, c'est une organisation. Et bien, elle parlera de ce dont elle a envie. Il y a beaucoup de sujets qui la préoccupent, mais en particulier imposer un petit peu d'être plus vertueux écologiquement parlant aux artistes, donc c'est intéressant. Et aussi de cette force et de ce pouvoir qu'ont les artistes pour forger des messages qui touchent le public. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de très passionnant. Valère, donc, ou Nanou, si je ne me trompe pas, passionné d'art avant tout, donc pas artiste, mais passionné d'art, on partage ça. Hein. Togolais,
et qui est président de la Fédération artistique Afrique-France. Vous allez voir, les présidents, ils les cumulent, hein. Alors, c'est pour faire un pont artistique entre la France et l'Afrique en même temps que la Biennale de l'Afrique qui va avoir lieu à Montpellier au mois d'octobre. Et ça, il va vous raconter ce qu'il veut faire. Avec une collègue qui s'appelle Ikram, ils ont une association, enfin ils s'associent c'est une universitaire de Sousse, ils font des ateliers pour sensibiliser les jeunes, en particulier en Afrique, à la nature et aider à ce qu'ils épanouissent leur créativité. Et enfin, président d'Afrique Art Film, qui est une boîte de production et qui est partenaire de France TV Studio et qui, via l'animation, va proposer va donner à voir, en fait, ce qui se passait dans les royaumes d'Afrique au XVIIe, et en particulier des récits avec beaucoup de respect de la nature, de magie, de Dieu, etc. Je ne dis pas de bêtises. C'est très beau. Thierry. Alors, Thierry Pêche, on travaille déjà ensemble avec Thierry, comme je l'ai dit. Et en fait, il va juste nous challenger. C'est peut-être par lui que je vais commencer, d'ailleurs. Est-ce que l'art va tout résoudre à nos problèmes de société, et en particulier écologiques? Voilà. Alors, il faudra que tu dises 2 mots sur Passerelle, parce que je ne l'ai pas fait. Très bien. Voilà. Merci, Catherine. Alors oui, donc je coordonne l'association Passerelle Art Sciences Technologie, et par ailleurs, je suis président aussi, du coup, du réseau national, de la transversale des réseaux Art Sciences, qui coordonne et essaie de faire émerger aussi, puis de structurer ce nouveau champ, peut-être quand même, bien qu'il soit là depuis fort longtemps, mais disons qui émerge aujourd'hui dans cette interaction entre l'artiste, les scientifiques et la société. Voilà. Donc c'est à ce titre-là qu'on produit différentes choses. Effectivement, avec Catherine, on travaille sur une installation qui est toujours en cours de travail sur, je veux dire très vite, sur l'histoire de l'atmosphère, du début du choc Terre-Lune jusqu'au futur. On en reparlera plus tard. Bon, je reviens à la question, du coup. Alors, c'est la question, c'est à quoi ça sert, grosso modo. Alors, c'est vrai que c'est un sujet complexe. Mais la première idée, moi, qui me vient comme ça, première réponse, éventuellement, qui me vient, c'est que l'art, ça sert à rien. Comme ça, c'est clair. Voilà, l'art, ça sert à rien. C'est peut-être le différencie, d'ailleurs, de tout le reste, ou pas, je ne sais pas, en tout cas. Non, l'art n'est pas fait pour servir. L'art, c'est une manière, en fait, je pense, moi, de représenter le monde à la façon de chacune des singularités de l'artiste et sous des formes les plus variées. Et ça se construit aussi, évidemment, au travers de l'histoire, parce qu'on n'est pas les premiers. Si on prend la peinture préhistorique, le premier homme qui a peint sur les cavernes symboliquement ce qu'il voyait dans la nature, c'est une première manière de représenter le monde. Et voyez la puissance que ça a, puisqu'encore aujourd'hui, ça porte et ça nous parle encore. Donc c'est cette singularité de l'art, à mon sens. Et alors, ça devait peut-être servir en effet à quelque chose, on ne sait pas trop. Il y a des divergences de la part des scientifiques sur le sujet. Mais le premier geste que la personne a fait, c'est comme quand on dessine dans le sable, comme quand on s'ennuie auprès de quelqu'un qui parle et qu'on gribouille sur un papier. C'est un geste qui vient. Et ce geste, il traduit une émotion qui n'est pas traduite par la parole, qui est traduite par un trait, qui est traduit par un geste, et c'est de la danse, etc. Voilà. Donc, c'est l'art, à mon sens, du coup, on a souvent tendance, surtout aujourd'hui, à se dire, ah ben, il y a un problème, vite, l'artiste dans les quartiers. Ah là là, on coince dans l'imaginaire de l'entreprise, et vite, on va mettre un artiste dans l'entreprise. Pourquoi pas? C'est intéressant. C'est ce qui a été fait avec le Boos à un moment donné, où l'artiste avec l'industrie a bouleversé plein de choses, des objets, le design, etc. Ou admirer un travail de peinture qu'on retrouve souvent 50 ans, un siècle plus tard, sur les habits, sur les tapisseries, donc ça distille en quelque sorte. Mais à l'instant où ça se crée, à l'instant où ça se fait, je pense que la singularité de l'artiste, elle est au service de lui-même, elle est au service de ce qu'il a envie d'exprimer, de créer à un moment donné. Et moi, mon impression, c'est que si on pense l'artiste comme devant servir dans une société en difficulté aussi à un moment donné, eh bien, c'est un peu comme si vous prenez un lion puis que vous le mettez en cage. Vous allez avoir le lion, mais dans sa cage, pas dans son milieu naturel. Et donc je pense que la première faculté de l'artiste, c'est de le laisser
dans une forme de liberté dans sa pratique et dans ce contexte, dans ce sens que je dis un peu abruptement, il ne sert à rien. Voilà. Si on veut lui faire une fonction, alors vous tuez sa fonction. Donc la meilleure manière de laisser la parole et la liberté à l'artiste, c'est de le laisser être. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on n'admet pas ça dans la société, hein, au fond. Finalement, pourquoi il n'y a pas des artistes qui vivent dans les entreprises, mais sans qu'on leur demande rien, qu'on les laisse faire un peintre dans une entreprise, un danseur dans une entreprise. Ne lui demandez rien, vous allez voir ce qui va se passer au bout de 3 mois. Vous allez avoir plein de trucs qui vont se passer. Mais si vous lui dites, je vous mets dans la cage et fais-moi un tableau, j'ai même vu moi, des entreprises qui ont pris des artistes qui demandaient de faire un logo. Ben non, ce n'est pas le job de l'artiste de faire un logo. Non, le job d'artiste, c'est de faire son job d'artiste, c'est d'amener une autre manière, une autre présence au monde. Et ça, c'est très important, je crois, parce que c'est grâce à cette conscience de la société. Pour moi, les artistes devraient être partout. Ils devraient être dans une commission d'urbanisme. Ils devraient être à l'hôpital. Ils devraient être dans les municipalités. Ils devraient être partout, en fait, comme des êtres humains qui ont qui sont dans cet état peut-être de sensibilité, je dirais, extrême. Je pense que tout le monde a une sensibilité extrême. Simplement, on l'oublie. On ne le pratique pas dans le quotidien. On l'étouffe. On dit, avec quand je suis gamin, je dessine, je sais, je fais du Picasso. Ben, l'art de Picasso, c'est qu'il a fait jusqu'à la mort. C'est ça, l'art. Donc voilà. Donc, je pense, on va poser ça. Je posais ça, voilà. Alors, qui veut réagir à la limite, je laisse libre. Valère, ça t'inspire? Voilà. Bon. Beaucoup. C'est bien, alors. Bonjour tout le monde. Donc, c'est un sujet qui m'inspire beaucoup. Donc, je vais juste dire quelques mots par rapport à ça. Parce que l'art, souvent dans beaucoup de pays, donc en Afrique, c'est un moyen donc, de survie et c'est un moyen d'émancipation. Donc, étant petit, donc j'ai beaucoup voyagé dans plusieurs pays. Ce que j'ai remarqué, c'est que à peu près à l'âge de 6 ans, il y a beaucoup de jeunes qui sont livrés à eux-mêmes pour survivre. En fait, ils récupèrent des matériaux dans des ordures, des fils de fer, du bois. Et avec ça, ils arrivent à en faire des objets. Et ces objets, ils les vendent. Et ça leur permet de pouvoir survivre. C'est leur moyen de survie. Donc ça, pour moi, c'est la première fonction de l'art parce que je l'ai vécu et étant petit, ça m'a marqué. Donc, et je pense que psychologiquement, ça a conditionné tout ce que je fais aujourd'hui, en fait. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai un de mes amis qui s'appelle Renaud Barry, qui travaille avec nous dans notre société de production, qui a réalisé le film Système K. Oui. Qui a réalisé le film Système K. Et ce qui est très fort dans le film Système K qu'on a projeté donc à 2 reprises à Montpellier pendant notre festival de cinéma, ce qui est très fort, c'est là on voit la puissance de l'art en matière d'émancipation des artistes. Parce que souvent les artistes n'ont pas la liberté de pouvoir traiter tous les sujets comme chez nous. Et ils sont beaucoup opprimés. Ils sont dans des situations donc difficiles. Le seul moyen qu'ils ont, c'est de pouvoir se libérer par rapport à l'art, en fait. Et ça, on le voit beaucoup parce qu'il y a beaucoup soit d'artistes de plusieurs pays, on les voit beaucoup avec beaucoup de couleurs, on les voit très folkloriques, mais non, c'est le seul moyen d'émancipation pour ces artistes. Et en fait, c'est quelque chose qui est très fort. Et quand on regarde ce film, il y a beaucoup d'artistes qui vont sur des scènes de guerre, qui vont ramasser des douilles et en faire des objets, en fait. Et ces objets qui sont très, très forts. Et cette deuxième fonction de l'art a une forme très, très, très puissante. Et troisième chose, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes avec lesquels parce que nous, notre fonction dans la fédération, c'est qu'on accompagne les artistes, on les aide à trouver des opportunités et après, des artistes qui prennent leur envol. Et en fait, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'artistes qui font les beaux-arts donc en Afrique. Et quand on mélange ces techniques qu'ils apprennent à leur environnement
et donc à la richesse de leur culture et de l'éducation. Et ça donne une forme de puissance à l'art africain et que beaucoup constatent de nos jours, en fait. Quand on prend, par exemple, un des artistes africain qui est très, très, très internationalisé, Abuja, par exemple, quand on prend son exemple, dans les premiers tableaux qu'il réalise, en fait, il transmet le regard que les enfants ont des scènes de guerre, en fait. Et ça, c'est ce qu'il transpose dans ses toiles et ce qui donne une sorte de beauté, de majesté, en fait, dans ces tableaux. Voilà. Très beau témoignage. Julie, est-ce que l'art sert à quelque chose? Alors bonsoir à toutes et à tous. Moi je voudrais d'abord juste très rapidement me présenter à nouveau entre guillemets pour distinguer un peu deux parties. Sur le plan professionnel, j'ai déjà une double casquette. Je suis collaboratrice artistique auprès de la directrice de l'Opéra Orchestre National de Montpellier, Valérie Chevalier, que vous connaissez peut-être. Donc j'accompagne en tout cas la réflexion autour de la programmation. Et je suis depuis peu référente sur les questions RSO. Donc RSO, c'est pareil que RSE, c'est juste un petit peu plus large. Donc responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations. Donc tout ce qui est transition dans le cadre de l'entreprise, c'est très très vaste. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais voilà, en gros, comment faire mieux, notamment sur le plan de l'empreinte carbone. Pour résumer très très hâtivement, il n'y a pas que ça. Et ça, c'est ma vie professionnelle. Et sur le plan personnel, je suis moi-même citoyenne, évidemment, et spectatrice assidue de beaucoup de spectacles en tout genre, d'expositions, etc. D'ailleurs, l'art au service du monde nouveau, on l'a dit, c'est un sujet qui est complexe et très très large parce que l'art, ça recouvre énormément de choses différentes. Moi, je suis plus spécialisée dans le spectacle vivant, mais après, voilà, il y a beaucoup d'autres secteurs au sein même de l'art. Et en fait, j'ai un regard qui, d'une certaine manière, est un peu différent en fonction de là où je me place. Si je me considère, enfin, si j'envisage cette question plutôt en tant que citoyenne, en tant que spectatrice, en tant que collaboratrice artistique ou en tant que référente RSO. Donc, je complexifie encore le sujet, mais voilà, c'était juste pour rappeler que voilà, l'art, ça parle à tout le monde d'une manière différente parce que voilà, c'est très très large. Et la question de la liberté de création notamment, là je vais l'aborder tout de suite pour vous répondre Thierry sous un angle RSO. Mais voilà, c'est un débat très très vaste et moi je voudrais citer un ouvrage que je trouve extrêmement utile, que je vais peut-être beaucoup citer ce soir d'ailleurs parce qu'il est vraiment vraiment fondateur. Je l'ai d'ailleurs apporté. C'est Décarboner la culture, écrit par David Earle, Anaïs Roche et Samuel Valenci, qui propose voilà, une réflexion très aboutie sur le sujet et des pistes d'action assez passionnantes. Et ils abordent cette question-là, de la liberté artistique. Je me permets de citer ce qu'ils disent, parce que ce qu'ils et elles disent, parce que c'est vraiment, ça me semble très parlant. Et ensuite, voilà, on pourra en débattre. Donc, liberté de temps, liberté de lieu, liberté d'action. Voilà un triptyque utile pour analyser la façon dont l'écologie met sous contrainte certaines valeurs de la filière culturelle, à commencer par la liberté artistique. Agir selon les seuls principes de l'art, c'est ce que vous venez de dire, reste souvent au cœur de la pensée du secteur. Cette liberté est perçue comme cardinale, non négociable. Et c'est ce qu'ils et elles remettent en question. Voilà. Donc, cette liberté, ça situe souvent les artistes dans une forme de neutralité ou d'ambiguïté vis-à-vis d'un certain engagement sociétal. Or, mais comme pour chacune et chacun d'entre nous, cette liberté d'agir est directement interpellée par la conscientisation de l'anthropocène. Voilà, tout simplement, voilà, une responsabilité nouvelle des gestes artistiques apparaît au moment où la société devient capable de comprendre leur portée écologique. Et il y a voilà, ce terme clé des limites de la planète. Face aux limites de la planète, la liberté d'agir est ici comme ailleurs remise en cause au regard de paramètres nouveaux jusqu'à présent négligés. Voilà, on est dans une société capitaliste. On n'a pas eu conscience dès le début de ces limites planétaires qu'on est bien obligé, dans tous les cas, de prendre en compte aujourd'hui.
Et ça a un impact sur la vie de chaque personne, que cette personne soit artiste ou non. Et les artistes sont, eux et elles aussi, des citoyennes et des citoyens qui doivent intégrer ce paradigme-là pour la survie de l'humanité, tout simplement. Alors, c'est un peu fort comme propos, mais voilà, ça me semble important de rappeler que c'est quelque chose qui devrait être au cœur des priorités de chacune et chacun, la prise de conscience de ses limites planétaires et le fait de faire avec pour permettre d'être dans un monde viable. Pardon, je m'arrête là. Je vais te redonner la parole, Thierry, parce que je sens qu'on va s'amuser ce soir. C'est intéressant. Ceci étant, je voudrais rebondir. Ce que je ressens immédiatement, une espèce de ping-pong quand j'entends ça. Et je ferai volontiers confiance aux artistes pour avoir ressenti ça sans qu'on leur demande de l'intégrer dans une démarche en disant « Ah là là, va falloir que je fasse attention à ne pas émettre trop de gaz à effet de serre, ceci et cela », ne serait-ce que par le fait que ce sont des éponges de nos sociétés. Voilà, je relance la balle comme ça. Peut-être Thierry, puis Valère, faudra attention. Comme vous arrive de discuter là. Ouais, vous jetez les balles, du coup, on les prend quoi? Il faut penser qu'à 21h, je donne la parole à la salle. Non, mais très brièvement. Très brièvement, parce que je partage complètement votre avis, sauf que je rebondis sur Catherine. Ça semble opposer le paradoxe que, ça met une hypothèse par rapport au mot liberté qui me gêne. Que la liberté, c'est pas faire n'importe quoi. L'artiste, il vit pas d'amour et d'eau fraîche, c'est pas un débile mental. L'artiste, c'est une éponge, comme vient de dire Catherine, et je peux vous dire que dans le réseau, tous les réseaux culturels en France aujourd'hui, c'est un souci majeur. Et que 90% des propos des artistes aujourd'hui parlent de ces sujets-là. Donc, moi, je n'oppose pas, c'est même pas un paradoxe, quoi. Je n'oppose pas la liberté de l'artiste, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça, c'est une vision complètement arriériste de l'artiste. L'artiste, il est au centre majeur quand même, il est intelligent, il n'est pas stupide. Ceux qui ne sont pas dans ce contexte-là, ce ne sont pas des artistes. Ils sont à côté de leur pompe. Alors, je me permets juste une petite intervention par rapport à cette notion d'artiste, parce qu'en fait, artiste, ça veut dire beaucoup de choses très différentes. Pas pour moi. Alors, il y a l'artiste peintre, il y a l'artiste compositrice, compositeur, il y a l'artiste metteuse en scène, metteur en scène, et c'est des gens qui n'ont pas forcément les mêmes réalités. Et écrire un texte, par exemple, une autrice, un auteur qui écrit un texte et qui définit son contenu, il a une entière liberté, évidemment, par rapport au contenu de son texte. Par contre, une metteuse en scène, un metteur en scène qui va proposer quelque chose qui s'inscrit dans une matérialité, là, s'il demande à ce que soient construits 3 sets de miroirs différents, etc., pour une production qui dure 1h30, ça existe toujours, en fait. Je vous assure que si. Soumise à ça. Elle est soumise à ça. Voilà. Alors, il y a beaucoup de formes. Il y a beaucoup de formes. Il y a moi, je parle de mon endroit aussi, qui est le spectacle vivant. Le spectacle vivant, c'est la musique classique, les scènes actuelles aussi, qui consomment énormément en termes d'énergie, de son, de lumière, etc. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que mesurer quantitativement. Je suis totalement d'accord. Je souligne ça tout de suite. Mais voilà, il faut, en tout cas, déjà, juste pour commencer, en avoir conscience, juste dans un cahier des charges qui soit partagé ensuite par tout le monde, pour justement permettre ensuite cette liberté artistique sur le contenu. Ça, on est bien d'accord. Valère, oui, pardon. Oui. Valère, par rapport à ça, ouais. Après, je ferai un petit teasing aussi. Oui, vas-y. Il y a tellement de choses à dire. Par où commencer? Donc, non, mais je vais juste dire quelques mots très rapides. Moi, pour moi, le plus important, c'est l'environnement d'où vient l'artiste. Je pense que ça répond directement à la question, en fait. Un artiste qui vit pas dans notre société, qui est pas dans une société donc capitaliste, et qui est dans un combat où il veut essayer de transmettre. Il veut transmettre des messages, en fait. La nature, la prise de conscience, elle est là, elle est en lui, parce que c'est un moyen de survie pour lui. Donc c'est en lui. Donc je donne juste un exemple. Il y a certains artistes, où il y a certains endroits où il n'y a pas d'eau. En fait, ils récupèrent l'eau de pluie. Il y a tout un système qui font qu'ils arrivent à vraiment utiliser la nature pour survivre. Lui, dans son tableau, on n'a pas besoin de lui dire de prendre conscience à la nature. En fait, c'est en lui.
C'est en lui, en fait. Et il y a beaucoup de... une des premières expositions, la première résidence qu'on avait organisée donc, lors du sommet Afrique-France, donc à l'Arbre Blanc, ce qui était très puissant, c'est qu'on avait identifié plusieurs profils donc, d'artistes engagés donc, dans leur pays. Et en fait, chaque artiste, au-delà de leur réalisation, en fait, il y a un message qui était derrière l'étoile qu'ils ont exposée. En fait, ce message-là, en fait, c'est justement c'est leur combat qui était transmis dans ces tableaux. En fait, je trouve que ça c'est très très fort parce que tout dépend de l'environnement de l'artiste. Je reviens là-dessus. Tout dépend de l'environnement de l'artiste. C'est pour ça que nous on s'efforce à créer des liens. Justement, le nom Afrique-France, c'est un lien qu'on cherche à créer pour justement amener les artistes à réfléchir ensemble. En fait, à avoir des lieux de résidence où ils vont partager leur culture, leur vécu et parler de leur environnement, en fait. Et je pense que ça influe beaucoup et ça peut faire changer beaucoup de choses. Et l'un des gros projets qu'on est en train de faire, et j'espère qu'on va l'aboutir donc avec la région, c'est que Ikram, qui est une philosophe, qui est maître de conférence à l'université de Sousse, qui travaille avec nous, et en fait, elle est en train de travailler depuis plus de 2 ans sur une sorte de théorie au niveau de l'art africain. Pourquoi ? Parce que justement, elle part du même constat que beaucoup d'artistes, en fait, au niveau de la réflexion qu'ils ont, ils n'ont pas les mêmes démarches que beaucoup d'artistes en Occident, en fait. D'où le fait de pouvoir identifier un courant très singulier et très fort par rapport à leur art, en fait. C'est pour ça que on est dans ce combat, donc je vais juste m'arrêter là, mais voilà, je voulais juste préciser ce point qui me paraît très important, en fait. Pour régler ce problème, je pense que dans le nouveau monde, justement, c'est un monde où les artistes, où il y aura un brassage culturel, où les artistes pourront co-construire plusieurs projets ensemble. Et depuis l'aube des temps, en fait, il y a plusieurs révolutions qui viennent des artistes. Et je pense que... voilà, je vais m'arrêter là. J'aurai l'occasion de mettre... Il y a tellement de choses à dire. Oui, du coup, j'avais perdu ma relance, mais c'est pas très très grave. Je voulais quand même revenir justement sur la notion de monde nouveau et de société dans laquelle on évolue aujourd'hui avec tous les stress de l'anthropocène, hein, on peut dire ça, mais les méga-feux, etc. Et donc les artistes, par leur ressenti et puis par leur capacité de création artistique, vont amener ça sur la scène, sur une photo, il y a une exposition photo en bas, pas beaucoup de photos, mais sur les incendies. Elle s'appelle Cendre. J'en ai une sur mon bureau. J'ai un bouquin de photos sur le recul des glaciers dans les Pyrénées. Ça s'appelle Précipice et c'est extraordinaire aussi. C'est-à-dire que la vision de l'artiste, elle te prend aux tripes. Et ça, c'est quand même dans notre société aujourd'hui. Tout à l'heure, on essayait de parler des nouveaux récits. Pour moi, tous les artistes sont au front pour ces nouveaux récits, dans la mesure où ce sont eux qui, les premiers, ressentent peut-être plus vite que nous. Peut-être on a oublié, peut-être on a trop grandi, ou on est rentré dans des métiers dans lesquels on a oublié. Et donc, ils ressentent ça, ils sont vraiment au fond là-dessus. Et du coup, je voulais revenir sur toi, Julie, parce qu'ils arrivent sur la scène. Est-ce qu'ils arrivent toujours avec des fastes et des demandes aussi exigeantes que ce que l'on a pu voir à une époque ? Parce que moi qui vais au théâtre souvent, ça c'est vachement épuré le théâtre quand même. Je veux dire que notre spectacle il est épuré. Hein. Oui. Non, mais c'est pas du tout une généralité que je fais, loin de là. D'ailleurs, il faut bien faire attention par rapport à ça. C'est très difficile de faire des généralités. Et d'ailleurs, ce que je dis n'est pas du tout ciblé par rapport à l'opéra, mais par rapport de manière générale, justement, à n'importe quel type d'art. Ça peut être aussi une exposition. Voilà. Ça peut être vrai dans n'importe quel type de création. C'est ça que je veux dire. Donc, juste attention à justement ce qui n'est pas de choses démesurées par rapport au contexte dans lequel on se situe en 2023, dont on est toutes et tous conscientes. Mais oui, les artistes ont une parole évidemment qui forge de nouveaux imaginaires, de nouveaux récits, ça c'est certain. Alors moi je voudrais d'abord faire un petit préambule par rapport à ça, quelque chose qui
et assez basique, mais qui me semble important de rappeler. C'est cette image très simple de la tête, le cœur, les jambes. Il y a une première étape en fait dans tout changement qui passe par la rationalisation, la compréhension de la problématique, la prise de conscience. C'est les rapports du GIEC, c'est savoir que le dérèglement climatique est causé par les êtres humains. Ensuite, il y a le cœur, c'est-à-dire ressentir ça au plus profond de soi. Et là, l'art, évidemment, joue un rôle majeur puisque les artistes nous touchent aux tripes. Et c'est ça aussi qui nous permet d'emmagasiner le message. C'est pas quelque chose qui va nous rester extérieur, c'est quelque chose qu'on va sentir même jusqu'à dans notre corps, en frissonnant, en pleurant, etc. Et ensuite, les jambes, c'est le passage à l'action. Et en fait... On parle beaucoup de déclic, alors c'est quelque chose qui peut être contesté parce que là, ça y est, le déclic, il est derrière nous. On est déjà en train d'agir, maintenant, il faut agir bien. Mais en tout cas, ces trois éléments-là sont complémentaires et l'artiste intervient dans cette transition entre le rationnel et le sensible pour aller jusqu'à l'action. Et on le voit dans n'importe quel type d'art. C'est vrai qu'il y a des exemples très évidents. On a vu le succès planétaire du film Don't Look Up, qui est un des exemples évidents sur une espèce de choc de la prise de conscience de ce qui est en train de nous tomber dessus, ce qui nous tombe dessus depuis longtemps. Moi, un point que je voudrais apporter dans le débat, c'est qu'il y a énormément de propos dystopiques. Il y a beaucoup de démonstrations des catastrophes. D'ailleurs, dans les exemples que vous citez, c'est la fonte des glaciers, c'est les incendies. Alors, c'est hyper important d'en parler aussi pour créer de la peur. La peur, c'est pas forcément quelque chose de négatif, entre guillemets. C'est aussi quelque chose qui peut pousser les gens à agir. Donc, parce que c'est grave ce qu'on est en train de vivre et que ça peut mobiliser. Donc évidemment ça c'est un outil très puissant, mais il faut aussi peut-être avoir un petit peu sous la main des récits plaisants et des utopies et s'imaginer le monde d'après, un monde d'après viable et qui soit où les enfants d'aujourd'hui aient envie de grandir, de se développer et se disent oui on va y arriver, on va arriver dans un nouveau monde certes, mais il n'y a pas que du négatif là-dedans, il va y avoir c'est un gros challenge, certes, mais il y a du positif là-dedans. Alors, j'ai énormément d'exemples à citer, je peux pas les citer tous, mais en tout cas, il faut déjà se représenter un monde possible pour demain, avant même d'avoir envie d'y accéder, en fait, tout simplement. Si on sait pas ce vers quoi on va, forcément, c'est juste angoissant et on a envie de tout de suite lâcher prise et se dire c'est pas possible. Alors que s'il y a une possibilité d'agir pour et non pas contre, là, c'est aussi un moteur d'action qui est très intéressant et dont les artistes s'emparent également. Juste peut-être un tout petit peu moins visible, notamment parce que certains médias... mettre plutôt en avant des catastrophes, etc., que des bonnes pratiques, la permaculture, des acteuristes engagés à ce niveau-là. Et il y en a beaucoup. Et des artistes, beaucoup également. Je cède la parole parce que je parle trop. C'est bien trop. parce que c'est positif. Je vais te redonner la parole, Thierry, mais je vous une petite anecdote. Voilà comment le dialogue entre un scientifique et un artiste, une artiste, en l'occurrence, c'était Edwige, avec laquelle on a beaucoup travaillé. Comment il s'instaure ? Eh bien, Edwige arrive, elle fait Catherine, j'ai une idée géniale. On va représenter les atmosphères de la Terre depuis que la Terre existe et puis jusqu'à demain. Tu veux représenter l'invisible. Première, la rationalité scientifique, c'est déjà ça. Alors, tu sais qu'elle a 4,6 milliards d'années, la Terre. Et alors, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Enfin, il y a beaucoup d'années, il y a beaucoup de jours, il y a beaucoup de secondes. Laquelle on choisit dans les atmosphères déjà pour ce... C'est génial. Parce qu'en fait, c'est un peu long. Je vais laisser la parole à Thierry. Mais on est en train d'y arriver. On est en train d'y arriver à représenter nos atmosphères. Sincèrement, on s'est pris la tête, parce que représenter l'invisible, c'est quand même quelque chose d'assez... Mais ça, j'adore, parce que vraiment, ça a été, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, ils sont gonflés quand même, les artistes. Qu'est-ce qu'ils veulent me faire là ? À toi, sur les atmosphères. Tu étais bien parti, là, je trouve. Non, moi, ça va, j'ai parlé.
Non, non, mais que dire de plus, quoi, sinon ce que tu viens de dire, quoi. Parce qu'on est toujours dans ce travail de mise en création de cette installation qui va raconter effectivement voilà, les scientifiques ont choisi cette période, cette atmosphère clé, et nous avons ils ont même calculé comment la répartition des gaz qui étaient présents sur la planète, sur chacune de ces atmosphères. Il y a même un autre scientifique, Frédéric Garcia à l'INRA, qui travaille sur la relation entre les plantes et les sons, qui a calculé du coup l'incidence de ces atmosphères sur la perception des sons, parce que ça ne va pas à la même vitesse. Ça coupe certaines fréquences. Selon les périodes, la Terre ne tourne pas tout à fait pareil. Les durées du jour ne sont pas tout à fait les mêmes, etc. etc. Beaucoup de paramètres que nous utilisons, du coup, hein, évidemment, pour pouvoir travailler sur les sons, travailler. On a reproduit ces atmosphères. Voilà, je vous fais grâce des complexités du moment, là, parce que des bouteilles de gaz avec des atmosphères, certaines relativement dangereuses. Comment on fait ça pour mettre dans une installation? Comment on Il y a d'alarme des... Voilà, il y a beaucoup de questions techniques annexes. Comment vous respectez voilà, le CO2, les conditions écologiques, le transport, le ceci, le cela. On est en plein dedans, là, sur tous ces sujets-là. Mais c'est passionnant, voilà, parce qu'effectivement, tout à l'heure, on le disait en aparté, mais je trouve que c'est intéressant aussi par rapport à la question à quoi sert l'art, c'est que c'est du temps long. C'est du temps long. C'est-à-dire que je crois que ce que tu viens de raconter, le déclic avec Edwige Germain, donc, qui est aussi la présidente de Passerelle, qui est plasticienne. Donc, ça doit faire 3 ans, je pense, si ce n'est 4. Et nous avons fait des étapes. Parce que ça aussi, c'est intéressant aussi, parce que souvent, on cible l'objectif. On dit, ah ben tiens, il y a un spectacle, il y a un opéra, il y a un tableau, il y a ceci, il y a cela. Alors que peut-être qu'aujourd'hui, justement, une des choses qui est intéressante, c'est peut-être de ne pas penser tout le temps à l'objectif de l'objet final, mais de se dire que le processus, la manière de comment faire partager le processus aux gens. Mais ça, c'est une question clé parce qu'on voit bien que c'est un métier presque à la limite. C'est-à-dire qu'au moment donné où on crée l'interaction de travail, on a eu des échanges mais fabuleux, quoi, passionnants, quoi, d'une richesse incroyable. On ne retient pas tout, parce que des fois, ça va à toute vitesse, etc. On y revient, on se le redit. Et toi, je disais, ce qui est, tout d'un coup, on se rend compte, un matin, on se réveille, il y a une porosité qui est entrée en nous de tout ce discours. Moi, je suis incapable de le répéter. J'ai une porosité qui est entrée en moi, et je suis devenu, donc, je ne sais pas si c'est le mot éponge, je suis devenu atmosphérique. Voilà, tout à fait. Et donc, si oui, je ne peux plus imaginer quoi que ce soit, quoi, sans tout, je vois tous les milliards d'années, toute cette évolution. Enfin, je bois le verre, ah là là, voilà. Mais c'est pas catastrophique, c'est une joie immense, quoi. Et ça me rend complètement délirant au monde, quoi. Et le monde, il devient merveilleux, quoi. Alors là, je crois que moi, je rejoins complètement le propos du contexte, que je trouve qui est formidable et qui est la réponse à ce que vous dites. Ça va mettre tout le monde d'accord. Parce que c'est le contexte. Si vous arrivez dans un théâtre, on vous dit, ah ben, je voulais 100 projets. Ah ben, il n'y en a plus que 2. Ils sont à l'aide. Ah, merde, je l'ai prévu 100, moi. Ah ben non, tu n'en as que 2. C'est ça, aujourd'hui, le contexte. Tu veux 10 techniciens. Ah ben non, parce qu'il n'y a plus de fric. Aujourd'hui, tu n'en as plus qu'un, quoi. Voire 0. Ah ben d'accord, le contexte, il vous change la création, c'est ce que vous décriviez. Et voilà, et je pense qu'on est exactement là-dedans. On est là sur un délirium complet. Alors, mais la contrainte stimule la créativité. J'attendais que j'attendais cela. Bah oui, je veux dire, les artistes vivent d'amour et d'eau fraîche. Vous voyez, pas toujours. Des fois, c'est bien d'être un peu tranquille, quoi. Pas avoir de contraintes aussi. D'ailleurs, dans le temps long, la difficulté, c'est le financement. Exactement. La région qui soutient le projet sur les atmosphères, il a fallu la faire patienter, atmosphère, mais on n'est pas Arletty. Ah, voilà. Vous êtes bien gentil, mais non, on a une date, hein, il faut s'arrêter là. Ah ben non, nous, on commence à peine. Alors ça aussi, non, mais ça c'est un sujet important aussi, voilà. Quand je dis liberté, c'est pas la liberté. Ça fait partie de la liberté. C'est un projet d'interaction art-science, par exemple, lui donner la liberté du temps, une économie minimale évidemment, et le respect de ce temps, parce que l'objet, il va arriver. Mais je ne sais pas quand. Donc, laissez-le arriver, quoi. Mais, je suis d'accord, et là, on est responsable. Puisque souvent, c'est l'argent public. On doit un retour, bien sûr qu'on doit créer de l'interaction avec la société. Et c'est ça qu'il faut repenser. Et dans la proximité et dans toutes les conditions que vous venez d'évoquer, c'est repenser avec intelligence le rapport au monde dans l'acte du processus de création artistique.
C'est pas dire, moi, je suis le roi du génie, venez à mon concert, foutez-moi 10 000 pro jours. Ça, c'est le marketing, c'est le marché, c'est pas de l'art. Ça n'a rien à voir avec l'art. Ça n'a rien à voir avec l'art. L'art, c'est pas ça. Voilà, donc ça, poubelle. Voilà. Okay. Voilà, on avance. Donc on est d'accord. J'ai une minuscule réaction, juste pour dire totalement d'accord sur la question du temps. L'enjeu du temps est assez crucial. Et revenir à un temps long, notamment de résidence, etc., c'est quelque chose d'assez essentiel aujourd'hui. Se dire que justement un concert one-shot et prendre l'avion pour aller à l'autre bout du continent le lendemain, ça c'est clairement le monde d'avant. Et par contre, réfléchir à une résidence qui associe des publics diversifiés, etc., ça c'est super. Et dans le livre que je citais tout à l'heure, Décarboné, il parle aussi de cette question, de cet enjeu de ralentir, de prendre le temps, en fait, qui est quelque chose qui se perd énormément, qui s'est perdu aussi en raison du capitalisme, d'ailleurs. Une des raisons est celle-ci. Mais voilà, en tout cas, c'est un vrai enjeu. Et laisser le temps à l'artiste, même plus prendre le temps, chacune et chacun dans nos sociétés, c'est quelque chose qui va aussi nous permettre d'aller vers un monde viable demain. Alors, vas-y Valère, et puis après je dirais quelque chose sur le temps. Juste rapidement, en fait, avec mon ami Yann Goldwit, que tout le monde connaît énormément à Montpellier, en fait, là, il y a un projet en fait, qu'on est en train de réfléchir de plusieurs résidences, en fait, avec plusieurs pluridisciplinaires, donc en mélangeant l'art contemporain, la musique, etc., et faire travailler sur des thèmes précis, etc., associer le public, donc ça peut être un élément aussi, donc poser des thèmes et réfléchir collectivement et trouver les différentes manières de pouvoir exprimer et s'exprimer autour de ces thèmes-là. Ouais. Ça peut être un élément aussi. Le temps, la notion de temps. Alors, il y a un autre métier que je connais parfaitement bien qui a besoin de temps long et à qui on demande des résultats à courte échéance. C'est le métier de la recherche scientifique. Et j'ai réfléchi pas mal et je vais lancer cette balle-là. Moi, je pense que la raison pour laquelle on arrive à travailler vraiment ensemble, du moins, il y a beaucoup maintenant il y a de plus en plus de chercheurs et d'artistes qui arrivent à travailler ensemble. C'est parce que déjà, on est dans des métiers créatifs, parce que nous, on travaille sur des choses que personne n'a fait avant. Donc, c'est une création, même si c'est avec des chiffres et des courbes, ça reste une création. Et on se lance dans un risque. Donc, en fait, on est assez perché aussi dans notre façon de fonctionner. C'est là aussi où on peut se rencontrer. Et ce temps, cette notion de temps, on a absolument les mêmes critères, en fait. Et dans la construction de la pièce, j'ai fait toutes les résidences avec l'équipe. Et j'ai vu qu'est-ce que cela voulait dire, un peu comme avec nos histoires d'atmosphère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il fallait représenter la Méditerranée. Mais il a failli y avoir une flaque d'eau sur la scène. On s'est dit quand même que la flaque d'eau, la danseuse, elle apprécierait franchement pas d'être en maillot de bain, etc., etc. Donc mais ça mature. C'est une matière et puis on la travaille. Mais c'est extraordinaire en fait, vraiment. Et ça, c'est pas au service. C'est dans le contexte de faire passer un message particulièrement violent sur ce qui se passe sur la Méditerranée en ce moment, qui là déjà m'émeut parce que la Méditerranée, on la massacre carrément. C'est la première victime avec l'Arctique de la question du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Et faire passer ce message autrement que par un récit oral et des courbes, eh ben, voilà, c'est toute cette matière-là qu'il a fallu qu'on mette ensemble. Mais le temps, vas-y, je te redonne la main sur le temps. C'est un vaste sujet, mais c'est vrai que c'est un... Comment dire ? Ça sous-entend qu'un changement de paradigme est nécessaire et que, voilà, c'est peut-être revenir à des valeurs humaines assez fondamentales qui sont assez simples finalement, mais que sont voilà, la notion de communauté, de solidarité, voilà, un monde où on discute, on prend le temps d'échanger, on n'est pas juste dans la performance. Et ça, c'est quelque chose qui est assez perceptible, qui est une demande en fait finalement qui émane de beaucoup de personnes et des artistes également, pour déjà créer des conditions favorables à voilà, une création intéressante, et puis également pour être dans une optique plus authentique, qui soit plus qualitative que quantitative. C'est vraiment voilà, tout ce changement de paradigme qui
qui est au cœur de ça. Alors, je voudrais citer un autre outil qui me semble parlant à cet endroit-là, c'est la fresque des nouveaux récits. Alors, vous connaissez peut-être... vous êtes peut-être nombreuses et nombreux à connaître la fresque du climat, qui est quand même un super outil pour déclencher une forme de déclic. La fresque des nouveaux récits, c'est l'étape suivante, c'est justement se projeter dans un autre monde qui soit enviable. Et c'est exactement ce que certains artistes proposent. Et effectivement, je vais donner un exemple très local, mais que je trouve assez super, c'est le festival de film What a Trip, qui a lieu bientôt à Montpellier, qui parle d'expériences de voyage, souvent sur le temps long, justement, des gens qui voyagent autrement qu'en avion ou en voiture, à vélo, à pied, avec des animaux, voilà, de plein d'autres manières qui sont devenues inhabituelles de par les récits majoritaires qu'on voit beaucoup au cinéma, à la télévision, etc. Et en fait, c'est assez génial. Dès qu'on voit un de ces récits-là, on a envie de faire pareil. Moi, j'ai entendu parler de quelqu'un qui a fait la France jusqu'en Afrique du Sud autrement qu'en prenant un avion. Et en fait, c'est redonner... redécouvrir l'émerveillement, le goût du voyage qui est en soi une expérience, c'est pas juste la destination qui compte. Et c'est ce dont on parlait dans le processus créatif et artistique, c'est pour faire un pont avec l'art, qui est aussi hyper intéressant et au cœur d'un travail au sein de la société. C'est pas juste les artistes entre eux, c'est pas un entre-soi, c'est aussi faire sens avec la société, avec le collectif, répondre à des attentes. Ah oui, parce que du coup, j'ai pas parlé de ça, mais évidemment, on a un double label opéra-orchestre national, donc on a un cahier des charges. Donc en fait, on est subventionné. C'est pas juste la lubie de quelques personnes de créer un spectacle qui parle à une élite. Pas du tout. C'est censé être quelque chose qui s'adresse à tout le monde. D'ailleurs, on a une programmation très diversifiée. Je ferme cette parenthèse qui ressemble à de la pub, mais je vous assure, c'est pas le cas. Mais juste, en tout cas, c'est important de se poser la question de pour qui, pourquoi, et faire sens, et en fait adresser des sujets qui sont importants pour l'ensemble de la société et pour toutes les parties de la société, et pas du tout pour une élite comme... ça pourrait être un cliché de penser ça de certains types d'art, mais en tout cas, le but est de décloisonner et d'avoir un vrai dialogue entre les préoccupations contemporaines de la société et celles de l'artiste qui, a priori, révèle ça. Ah, c'est parfait, elle a tout dit. Non, il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à dire. Je vais juste rajouter le fait de pouvoir associer justement toute la société. Donc toute la société et ne pas donner surtout l'illusion qu'il n'y a qu'une seule élite qui doit s'emparer de ce type de sujet, en fait. C'est vraiment toutes les couches de la société doivent s'emparer de ce sujet, même un travail d'éveil à l'école, tout simplement. Et c'est surtout le fait que toute la société ensemble participe donc à cette réflexion, à cette avancée. Je pense que c'est ce que ce nouveau monde donc aura besoin. Voilà, c'est un nouveau monde que collectivement on va se tourner vers ce nouveau monde. En fait. C'est quand même c'est beau, mais c'est un peu compliqué parce que vous parlez du déclic en disant que tout le monde l'a eu. C'est pas du tout vrai. Je suis désolée. Très récemment, je me suis retrouvée face à un journaliste de France 3 climato-sceptique. Je ne dirais pas quel nom et quel journaliste, mais on a 10% de platistes, on a un certain nombre de pourcentages. Donc, il y a toute une partie. Et tout à l'heure, une des questions qui était posée dans la précédente, dans le masterclass qu'on a eu sur les nouveaux récits, il y a eu plusieurs personnes en fait qui ont posé la question comment embarquer le monde, comment les artistes peuvent contribuer justement à cette fresque des nouveaux récits et donc en fait à les provoquer ces nouveaux récits pour embarquer et en étant plus nombreux, on leur donne énormément de temps, mais le temps presse. Voilà, comment on fait pour embarquer tout le monde? C'est beau, mais voilà. Je vais rebondir sur ce que tu dis, d'autant que c'est actuellement il y a une enquête nationale sur les acteurs de Art Science en France, et un des éléments qui apparaît dans cette enquête, qui était apparu d'ailleurs sur l'enquête que nous avons menée aussi
en Occitanie, et qui est un sujet aussi, je trouve intéressant, ce qu'on évoque, qui est la question de l'interface des nouveaux métiers. On parle des nouveaux mondes, il y a des nouveaux métiers à créer. Il manque complètement d'interface, il manque complètement d'interacteurs. Il faut quelque chose entre tout cet invisible, qui est encore de l'invisible, toutes ces choses invisibles qu'on ne voit pas, qui font comme de l'huile de coude. Ça s'appelle l'huile de coude, ça s'appelle. Voilà, c'est les nouveaux métiers, c'est huile de coudeur. Et alors, il faut faire des masters d'huile coudeur. Parce que sans ça, ça ne peut pas marcher, quoi. Et comme chacun est dans son silo et dans son super silo, que l'économie, en art en particulier, est devenue difficile, c'est de moins en moins de tournées, c'est compliqué. Il y a des artistes qui sortent du métier, des techniciens qui sortent du métier à cause de ça aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas le temps de faire ce travail d'interaction. Et il est essentiel, ce travail d'interaction. Ce n'est pas que de mettre l'huile de coude, c'est aussi, autour de cet interacteur, créer de nouveaux métiers pour fabriquer les nouvelles formes qu'il faut pour aller créer l'interaction avec tous les publics. Et ça, c'est du boulot, quoi. Ça, c'est de nouveaux jobs. Moi, je peux vous dire, en France, je fais le tour, je connais bien, aucune fac ne fait ça. Aucune formation n'existe sur ce sujet. Il faut les inventer. Et il faut inventer ces nouveaux métiers. Si on veut des nouveaux mondes, il faut des nouveaux métiers. Il faut sortir des silos, il faut fabriquer cette huile de coude. Il faut fabriquer ces interacteurs. Et qu'on le devienne. Et le faisant, les contextes, les postures de chacun a complètement bougé. Et donc, si on repense un urbanisme, si on repense une ville, si on repense un journal, eh bien, mettez des artistes, des scientifiques, des citoyens, des chiens, des chats, des rats, des souris, des éléphants. Mettez tout le monde autour, de l'interaction du monde autour, et vous allez voir que ça va tout bouleverser, quoi. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Non, je suis d'accord. C'est vrai que ça pointe aussi du doigt l'importance des politiques publiques et d'accompagner les actrices dans cette démarche-là, parce qu'effectivement, on parlait du temps qui a un coût, etc. Enfin, tout ça, on fait des beaux discours, mais voilà, ça nécessite une vraie transformation en profondeur. Et il faut évidemment un accompagnement également financier. Et voilà, et typiquement, tout ce qui est médiation culturelle, etc., c'est fondamental pour ce monde nouveau qu'on désire toutes et tous. Et voilà, c'est exact, on se rejoint là-dessus, évidemment. Il y aurait une autre question, là, c'est quelle médiation pour demain ? Parce que c'est un peu la catastrophe aussi, ça c'est notre sujet. Quelle médiation, oui. Justement, je vais d'ailleurs, pour parler médiation, on rebondit là-dessus, on va donner la parole. Vous avez un petit éclairage peut-être pour qu'on voit la salle, parce que j'avais dit à 21h, on rend la parole à la salle, et donc c'est le temps des questions. Vous êtes tous bienvenus à nous interpeller, et à interpeller en particulier Julie, Thierry ou Valère, voire notre première intervenante qui est encore là. Sur son texte. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Alice Arnaud. Je sors d'une formation d'écologie et de gestion de la biodiversité. Donc, ma question part plus de ce milieu-là que de celui de l'art, bien que je m'y intéresse. Mais en fait, je voulais rebondir sur un peu les sujets qu'on a évoqués à la fin, notamment Julie et Valère, et cette question de réussir à embarquer tout le monde. Et moi, il y a un aspect qui me paraît important, c'est... Enfin, comment dire, je vais essayer de m'exprimer clairement. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui fait que justement les gens ne se sentent pas suffisamment concernés ou n'arrivent pas à se mettre à l'action, qui est aussi que l'écologie et l'environnement, on voit souvent ça comme une case à part et un problème à part qui ne fait pas partie de nos vies quotidiennes à nous et qui ne nous concerne pas directement. Et justement, avec souvent... pas la conscience d'effectivement, on ne protège pas l'environnement juste pour protéger l'environnement, on protège l'environnement parce que sans lui, on n'est pas capable de survivre nous-mêmes. Et du coup, voilà, je voulais reposer la question peut-être plus spécifiquement à Julie et Valère, justement, parce que donc, Julie, vous parliez de cette idée de positiver aussi et de renvoyer de donner à se projeter dans l'avenir et de donner envie de se projeter. Et je pense qu'effectivement, peut-être l'art peut être un levier pour ça et pour... justement sortir de cette image toujours pessimiste et très anxiogène aussi de l'écologie, parce qu'on est toujours justement dans une idée de contraintes, de sanctions, d'efforts à faire pour que ça aille mieux, et qu'on renvoie jamais une idée, une image positive, ou du fait que je sais pas, qu'il y a déjà des choses qui se font naturellement, peut-être dans les mouvements aussi que vous évoquiez sur l'art africain, que je connais mal, mais où il y a peut-être plus cette conscience du lien avec la nature, de ce que ça apporte, et en fait où il y a aussi probablement déjà des pratiques qui sont en place et qui sont exemplaires et dont on pourrait s'inspirer aussi beaucoup plus largement. Donc voilà, pardon, c'est une question très longue et très vague, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas un rôle de l'art à
pousser tout le monde à se réinvestir en prenant conscience que l'écologie, c'est nous, on en fait partie et on ne pourra pas s'en défaire, et que c'est pas une case à part et que c'est pas forcément pessimiste et anxiogène, et voilà, qu'il faut s'en emparer. Bref, merci beaucoup. D'abord, je tiens à vraiment te remercier pour cette question, parce que c'est une question qui est très, très intéressante. Et donc, pour te répondre, en fait, c'est tout simplement, c'est l'objet de notre association et pourquoi on l'a créée, parce que le but, surtout à travers les résidences et surtout le travail, donc ça, c'est Dikram, qui est vraiment quelqu'un de formidable, c'est vraiment elle, son travail, il faut lui envoyer, tout le mérite lui revient vraiment à elle, c'est qu'à travers les ateliers donc, d'éveil artistique qu'elle fait à la fois en Afrique, on en a fait à Montpellier, donc au collège de Pérol. Là, on est en train de voir pour dupliquer dans d'autres collèges. Justement, c'est le but de notre démarche, en fait. C'est parce que modestement, on s'est dit, l'un des moyens les plus forts pour justement réveiller les consciences, c'est d'amener des gens à voir ce qui se fait ailleurs, en fait. Ce que les jeunes qui ont le même âge, ce qu'ils arrivent à faire avec très peu de moyens, en fait. C'est ce travail-là, des fois, le sursaut vient peut-être de là, en fait. Le sursaut vient de là parce que nous, on a la chance d'avoir cette double culture, donc aussi ce confort à la fois en Occident et ayant vécu donc là-bas aussi. Donc on voit très bien que c'est à travers des ateliers donc d'initiation, des rencontres, de mélange, en fait, la solution vient peut-être là. C'est peut-être une piste. Voilà. Il y a d'autres pistes à réfléchir, mais c'est peut-être une première piste. Julie, tu aussi directement. Oui, merci aussi pour cette question très intéressante. Alors, juste déjà, je trouve ça important de rappeler que l'écologie, c'est pas une petite case à cocher ou un sujet à part, mais que c'est vraiment la condition en fait de la viabilité de notre environnement et donc de l'espèce humaine, mais aussi des autres espèces et de la biodiversité. Et c'est vrai que parfois, ça semble un peu arriver comme un cheveu sur la soupe dans certaines autres conversations. Là, on est évidemment dans un forum dont le sujet est celui-ci, donc on en parle de manière évidente. Mais voilà, c'est vraiment important de le rappeler parce que parfois, même quand on pose certaines thématiques sur la table, on a un peu l'impression de déranger ou voilà, que c'est la chose annexe, alors que pas du tout, c'est central. Donc merci pour ça. Et donc moi, je voudrais faire le distinguo entre deux choses, en tout cas dans le secteur de l'art. Il y a d'une part les pratiques, c'est-à-dire comment on crée. Donc est-ce qu'on le fait de manière réfléchie et éco-responsable, ou est-ce qu'on pollue comme on l'a toujours fait sans se poser de questions? J'espère que ce sera la première option qui sera retenue, évidemment. Mais donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus, je vais plutôt parler du contenu de la création artistique et comment le propos artistique peut embarquer les gens, comme vous dites. Alors, déjà, donc, j'ai parlé des exemples, entre guillemets, positifs. Je pense évidemment à Cyril Dion, dont le film Demain est hyper parlant parce que on voit des gens motivés qui sont assez représentatifs de plein d'autres gens, en fait, qui ont envie de s'investir et qui arrivent à le faire par une certaine quête là, bien précise, mais en fait, il déroule plein d'exemples d'autres personnes qui sont investies, et ça, c'est super porteur. Donc le cinéma, évidemment, c'est de manière assez évidente, comme c'est un fil narratif, etc., parfois très explicite, de mettre devant les yeux des spectateuristes des choses qui peuvent les inspirer. Et ensuite, il y a aussi un côté... Alors, il y a deux autres choses. Pardon, j'ai beaucoup de trucs à dire. Il y a un aspect émerveillement. Moi, je trouve ça vraiment génial d'avoir une magnifique photo. Et je sais que le film « Pourquoi on se bat » a été diffusé dans ce forum. Et en fait, juste voir un magnifique renard de près. Enfin, moi, j'ai jamais vu un renard de près. Et le voir à l'écran en gros plan, moi, ça me met les larmes aux yeux. Et je pense que s'émerveiller sur la nature, c'est quelque chose que peut nous proposer l'art aussi. Et par exemple, j'ai lu récemment une proposition que je trouve assez géniale de réexplorer l'art pictural, donc tous les grands maîtres, et c'est plutôt des peintres masculins en l'occurrence qu'on connaît dans l'histoire, mais qui ont pu peindre, il y a Rosa Bonheur aussi, voilà, des animaux, et vraiment mettre ça au centre d'une thématique. Et par exemple, imaginez un petit picto qui
permettent au Louvre de s'émerveiller sur la nature, c'est-à-dire les forêts et la biodiversité au XVe siècle, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, etc. Et en fait, c'est vrai que moi, quand je vais dans un musée, j'ai pas du tout ce prisme-là en tête. Pourquoi pas l'imaginer, pourquoi pas justement créer une nouvelle manière de regarder le monde aussi. Ça, je trouve ça assez génial. Ça, c'est ce que les artistes font, en fait. Voilà, c'est exactement le boulot de l'art. Absolument. Les artistes ayant une subjectivité. Oui, je m'arrête là. Et j'ai un dernier mot et j'arrête. Juste, je trouve ça hyper important aussi de parler. Donc, j'ai parlé de la peur, mais parler de la possibilité pour un ou une artiste de choquer, de provoquer. Et donc, moi, il y a des spectacles où je suis sortie, j'étais complètement bouleversée. J'étais vraiment, j'avais une humeur très, très sombre. Mais c'est ça qui m'a ensuite, le lendemain, donné envie d'aller plus loin dans mon engagement. Voilà. Je ne donne pas d'exemple. Redonner la parole à la salle. Merci, Julie. Oui, il y a une question là. Bonsoir. Merci pour ces prises de parole. Je voulais rebondir un petit peu et en même temps faire une question sur le prisme en fait d'une expression vivante que je connais bien, qui est la musique, notamment la musique rap, les musiques urbaines. Et tout à l'heure, on parlait de la question de comment est-ce qu'on fait pour embarquer tout le monde. C'est vrai qu'il y a aussi ce prisme-là de toucher avec des musiques qui aujourd'hui, on sait que les musiques urbaines, ce sont les musiques qui sont les plus streamées aujourd'hui, bon, on peut presque dire plus écoutées, même si ça peut toujours se discuter. Et ça peut être réellement un outil potentiellement à explorer pour justement participer à cette fameuse révolution verte, si on peut s'exprimer ainsi. Et justement, je trouve qu'aujourd'hui, dans la société, c'est peut-être une piste, en tout cas au niveau des artistes qui sont saisis de la scène urbaine, parce qu'aujourd'hui, on sait que les jeunes écoutent massivement cette musique-là. On sait qu'en 3 minutes 30, un morceau, une musique, ça dégage des émotions, ça peut vraiment changer potentiellement un regard, un comportement. Et voilà, il y a peut-être aussi une piste à chercher là-dessus en termes de réflexion pour aller plus loin. Alors c'est aussi des pistes qu'on réfléchit aussi chez Banlieue Climat et qu'on expérimente. Mais c'est vrai qu'en termes aussi d'ateliers d'écriture, c'est ce que vous évoquiez aussi, il y a peut-être aussi quelque chose à aller chercher aussi de ce côté-là pour vraiment être dans cet impact en fait, dont on a vraiment besoin pour s'engager toutes et tous en fait, quoi. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais qu'aussi au niveau de l'Afrique de l'Ouest, que je connais bien, c'est aussi en fait un art qui aujourd'hui a accompagné aussi d'autres révolutions d'ailleurs. On sait aussi que sur le continent africain, la population est jeune. Ça a participé, on a beaucoup d'exemples comme ça. Et peut-être que dans la société aujourd'hui, il nous manque ça un petit peu, quoi. Je pose ça là. Voilà. Non, mais c'est très intéressant. Déjà, justement, pour ma part, je pense modestement que l'art, l'une des puissances de l'art, c'est que c'est l'un des moyens les plus rapides permettant de toucher à la fois le cœur et l'esprit. Très rapidement, en fait. Et donc, tout type d'art, toute forme d'art, en fait. C'est pour ça que c'est une bonne question parce que, en fait, faut rien négliger. En fait, surtout, faut rien négliger. En fait, toute forme d'art doit être respectée parce que ça touche différentes catégories donc de population et qui peuvent être des ambassadeurs pour le climat. En fait. Et donc le seul moyen, enfin, c'est une piste. Peut-être qu'il y a d'autres moyens. Tout le monde peut me corriger, mais l'un des moyens rapides que je trouve, c'est justement des lieux de résidence pluridisciplinaires. Je sais que c'est l'un de mes combats depuis très longtemps par rapport à la ville de Montpellier, c'est de pouvoir avoir un lieu de résidence pluridisciplinaire où on peut avoir de l'art contemporain d'un côté, on peut avoir du rap de l'autre côté, on peut avoir du théâtre de l'autre côté, faire en sorte que tous les jeunes participent à tous les ateliers et ne rien négliger en fait. Et là, ça permet de pouvoir expérimenter, de pouvoir essayer de tester beaucoup de choses par rapport à ces jeunes, en fait. Et je pense que l'éveil peut venir de là, en fait. Il faut aller chercher le public là où il est, en fait. Il faut aller chercher, comme les experts du marketing savent très bien le faire. Donc, même le soir, en train de dormir, ils arrivent à nous toucher,
en fait. Voilà, Donc, non, non, mais c'est pas négatif, hein, c'est juste, Non, non, je sais. Oui, ouais, enfin, c'est juste essayer de. oui, c'est bon. Très rapide alors. Ah ouais. Oui, parce que je veux donner la pardon, parole à vas-y. la salle quand même. Non, mais c'est pas une réponse du tout. Hein, c'est juste, moi, je vais m'interroger, mais ce que tu viens de, je partage votre transdisciplinarité, bien sûr, mais aussi des petites singularités. Je crois, moi, toutes les petites singularités à faire émerger. J'entends le discours par rapport à la masse, et moi, je ne crois pas au discours de masse. Et l'histoire, elle nous montre qu'il vaut mieux pas y croire au discours de masse. Donc, je pense que c'est beau faire attention aussi. Voilà, il n'y a pas de message à délivrer à la masse, quoi. On ne peut pas apprendre à lire 1 milliard de personnes en même temps, quoi. C'est pas vrai. Parce que chacun est singulier, et donc il y a une méthode singulière pour chacun, quoi. Donc, je pense que faire attention, quoi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Hein. Je dis, mais voilà, je ne pense pas qu'il y a de solution de masse, quoi. Voilà. Question. Oui, Loïc. Alors, merci d'abord pour la référence à System K. Et j'insiste, je remets une petite couche parce que le film est vraiment génial. On l'a entendu, hein. Voilà, donc je vous le redis. Non, alors je m'appelle Loïc, merci pour tout ça. Mon métier à moi, c'est de partir loin et dans des endroits où les gens ont encore vivent encore au contact de la Terre. Et quand l'histoire des explorations terrestres s'est terminée, je me suis dit, qu'est-ce qu'il reste à explorer? Il reste le sacré, il reste la définition de territoire, de genre. Et plus je suis allé loin, plus j'ai trouvé des formes d'art qui étaient tellement ancrées, où il y avait une ligne droite entre la nature et le sacré, et qui était là, qui prenait forme sous mes yeux, et que ce soit par le chant ou par la sculpture, et du coup, je me demandais s'il n'y aurait pas une place pour l'art aujourd'hui à prendre dans nos sociétés qui sont, elles, déconnectées du réel et de la nature, pour recréer ce pont très concret, pour que les gens ressentent cette terre-là et tout ce qu'elle a à nous dire, et pas que des choses effrayantes, il y a aussi des choses magnifiques qui ont la possibilité d'embarquer tout le monde. Voilà. L'émerveillement dont tu parlais, Julie, c'est quelque chose qui donne une force terrible à tout le monde de s'émerveiller. Donc, est-ce que c'est de ça? Par exemple, hein, tu dis sacré, tu dis des lieux qui n'ont pas été vraiment foulés, des communautés qui sont encore en contact avec la nature. Donc, Ou du coup, c'est la règle de base, l'équilibre entre l'homme et la nature. Et les artistes, eux, sont là pour en être garants, pour expliquer à la communauté. Je pourrais vous raconter plein de trucs, mais ça prendrait trop de temps. Ah ouais. Mais d'abord, merci pour cette intervention de qualité. Et puis, donc, je parlerai de cet échange à Renaud Barré, qui est le réalisateur de System K, qui est un ami. Donc, je lui en parlerai. Pourquoi, en fait, la référence à ce film, peut-être si d'autres personnes n'ont pas vu, on se comprend parce qu'on a vu ce film, parce que là, en fait, c'est qu'on voit vraiment la puissance. En fait, ce film, à la fin de ce film, on voit vraiment la force vraiment de l'art, en fait. Quand elle est connectée vraiment à la nature, on voit vraiment la force vraiment de l'art à travers ce film. Parce que les artistes là-bas, ils sont très attachés donc à la nature, à la terre, à l'environnement. Et dans plusieurs pays, hein, comme par exemple, je suis togolais burkinabé, par exemple au Burkina Faso, des fois l'arbre, c'est un symbole très puissant en fait. Des fois, à certains endroits, au Togo par exemple, l'océan, c'est une divinité, c'est quelque chose de très très puissant en fait. Donc c'est quelque chose de très puissant, donc ça fait que... on le respecte en fait, ça fait qu'on le respecte en fait. Si là-bas, si on abîme un arbre, c'est comme si tu abîmais quelque chose d'important en fait. Déjà tout petit, on m'apprenait que par exemple, rien que tu t'amuses à couper par exemple un arbre, en fait, il y aura du sang qui va... C'est un exemple, c'est juste un exemple, mais ça éveille les consciences et je pense que le fait de pouvoir... on revient encore à l'échange en fait. On revient encore à la notion d'échange. Bon, voilà. Je pense que... on va laisser les paroles. Vous faites des réponses courtes, messieurs, dames, parce que s'il y a des questions, on va laisser des frustrations et ça, c'est pas... Atmosphère, ça semble assez intéressant.
C'est pour quand? Vous avez une idée de... Oui, Parce que non, mais j'ai bien compris que vous cultiviez le temps. Non, Non, c'est vrai que c'était la culture du temps, mais bon, à un moment donné, il y a une échéance. Il y a eu des étapes qui ont été faites. Et il va y en avoir une d'ailleurs très prochainement lors de la nuit des chercheurs, le 29 septembre, à Albi. Et la création finale, on va dire, est prévue cet été, l'été 2024, exactement au musée du Sceau du Tarn à Saint-Juéry, qui est un musée industriel, qui va accueillir la création finale. Et ce sera l'exposition d'été, et donc elle va y rester 4 mois, 3 mois ou 4 mois, je ne sais plus. Et ensuite, on espère, grâce aux bouches à oreille, et à l'intérêt que les gens porteront à ça, qu'elle circule partout en France, voilà, dans toutes les conditions que vous avez évoquées, bien sûr. Une autre question. À vélo. À vélo. Oui, oui, vas-y. Bonjour, merci beaucoup pour tout ça. Je m'appelle Lanto, je suis compositeur et intermittent du spectacle. Et moi, en fait, par rapport à tout ça, je m'interroge. Alors, c'est un peu connexe à tout ça, mais en fait, c'est par rapport à la pratique. L'art génère vachement d'empreintes carbone entre ce qui est streaming vidéo ou audio, entre les déplacements des populations pour venir voir les spectacles ou les choses comme ça. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup dans ma pratique, au-delà des messages que je veux essayer de faire passer, des choses comme ça, c'est qui je suis pour essayer de faire passer des messages, alors qu'en fait, je participe à générer ce genre de choses, en fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des idées? Est-ce que voilà. Alors déjà, juste merci pour ça, c'est un sujet évidemment fondamental. Toute activité humaine a une empreinte carbone. Donc quoi qu'on fasse, de toute façon, si on vit, à partir du moment où on vit, on va avoir une empreinte carbone. Ce qui est un peu compliqué avec le secteur de l'art, le secteur culturel, c'est qu'il est à l'embranchement de plein d'autres secteurs. Donc il y a évidemment le secteur du bâtiment, le secteur du transport, le secteur de l'alimentation. Voilà, un festival, ça rassemble des gens qui mangent, qui sont hébergés, voilà, qui vont voir un spectacle qui nécessite du son, de la lumière, etc. Donc évidemment, c'est ça qui crée la complexité un peu dans le secteur, c'est cette espèce d'embranchement de plein d'autres secteurs. Ceci étant dit, il y a énormément de choses qui sont mises en place depuis des années et qui s'accélèrent en ce moment concernant déjà une prise en compte de cette empreinte carbone dans le développement à venir du secteur. Donc déjà, en fait, pour faire ça, il faut mesurer. On manque de données encore à l'heure actuelle, mais il y a énormément de réseaux, de collectifs, d'associations qui organisent tout ça. Enfin, il y a le COFIS pour les festivals, il y a évidemment, enfin, on est accompagné là-dessus par le ministère, etc. Enfin, ce sont des sujets brûlants qui sont vraiment d'actualité et pris en compte. Donc voilà, il y a aussi une comptabilité carbone qui est en réflexion, etc., etc. Donc il y a beaucoup de bonnes pratiques qui existent déjà et qui sont en train d'être développées et mises en place. Et ensuite, voilà, après avoir mesuré, il y a tout un système globalement à penser. Enfin, on n'a pas parlé d'économie circulaire encore, mais voilà, c'est un exemple de bonne pratique qui est de plus en plus, pareil, partagée. Voilà, là, à l'Opéra, on accueille tout bientôt, début octobre, une conférence d'Artstock. Donc voilà, une ressourcerie culturelle qui s'intéresse à ces questions-là, et c'est pas seulement le recyclage. Le recyclage, c'est tout au bout de la chaîne, c'est partager du matériel, etc., etc. Et ça, en fait, ça passe évidemment en numéro 1 par savoir quelles sont les bonnes pratiques et donc de l'information, de la formation. Et je donne un exemple parce que c'est un gros réseau. Le réseau Arviva s'occupe vraiment de manière prioritaire de tout ça, donne plein de ressources accessibles à toutes et tous en ligne et ensuite propose plein d'outils de formation, de choses pour développer en fait la prise de conscience. Et ensuite, ce qui est super, c'est de discuter, de partager, de se rendre compte de ce qui fonctionne moins bien, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai élan, une vraie dynamique qui est en marche et je pense qu'il faut juste la poursuivre et l'accentuer. Au premier Monde Nouveau, en 2019 à Perpignan, il y avait une entreprise qui proposait des haut-parleurs, des gros haut-parleurs de festival, donc des sonos, écolo, et qui marchaient sur il y avait besoin d'électricité quand même, mais ça m'avait beaucoup frappé. J'avais tout de suite envoyé ça à mes copains qui sont dans les groupes de rock, parce qu'effectivement, un festival de rock,
ça charge. Solar System, c'est ça, exactement. Ouais, qui marchait au solaire. Voilà. Question, intervention. Oui. Oh là, il y en a deux là-haut. Merci. Alors, je vais y arriver. Moi, du coup, ce qui est intéressant, et c'est une question que je veux poser, parce que moi, comme tout le monde ici, je pense que l'art, ça m'a vraiment touchée. Et au final, une bonne question qu'on a toujours, c'est pourquoi l'art, ça touche. Et ma question, c'est pas celle-là. C'est, au final, quand on a commencé à se rendre compte de tous les impacts en fait, qu'on avait sur cette planète, est-ce qu'il y a vraiment eu une question déjà dans le monde entier et de la part des artistes sur quand il y a aussi eu justement, on s'est rendu compte que l'art, il y avait, ça avait aussi un gros impact carbone sur quelle va être la légitimité, comment on va montrer que l'art ça a une légitimité pour continuer d'exister en fait. Non, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, derrière ça, il va falloir définir l'art, définir pourquoi ça nous touche, pourquoi c'est universel du coup. Et s'il y a vraiment eu cette prise de conscience mondiale, en fait, sur pourquoi ça a une vraie légitimité à exister, l'art, au final. Voilà. Merci. Alors là, vous posez une question. Vous avez 3 heures. En fait, on n'empêche pas. Vas-y, allez-y, empêchez l'art. Enfin, je vais peut-être me jeter. Répondre, c'est bien. En fait... Je ne sais pas si c'est une réponse, il n'y a pas de réponse à votre question. Ouais. Ah oui, précisez, parce que c'est compliqué la question. Garder sur Terre. Ouais, et pour... Ça, c'est ce que je disais au début, on revient au départ, ça ne sert à rien. Ouais. Ben oui. Alors, il y a Loïc. Ouais. Ah oui. Loïc, c'est pas tout le monde qui veut parler. Là, vous avez balancé une question. Là, pour non, la soirée, elle est géniale, hein. la question. L'art, c'est une forme de langage. Et quand on est face à une problématique qui est universelle, on a besoin d'outils pour se parler les uns les autres entre cultures. Tu t'en parlais tout à l'heure, d'outils qui soient universels. Le chant, il y a quelque chose d'universel. Par exemple, ou la littérature aussi, mais c'est avec ça qu'on arrive à changer le monde. Alors, la responsabilité de tous les artistes du monde depuis l'aube des temps sur le dérèglement climatique, j'ai tendance à penser qu'on s'en fout, parce que c'est pas vraiment le problème. Le problème, fait aujourd'hui, mais qui fait quoi et si certains, dans tous les domaines, dans toutes les professions, mon métier c'est de faire voler des avions, je fais voler des avions propres. Il y a d'autres pilotes qui font voler des avions pas propres. Et alors, on va pas condamner l'art parce qu'il n'est pas vertueux partout. Ce qui est important, c'est la façon dont on engage. Moi, ce que j'aimerais, c'est vous faire un petit cadeau. C'est juste 35 secondes de je monopolise le truc. Je vais vous faire entendre un truc universel. Tu peux me tenir ça? C'est les mêmes questions qu'on pose aux chercheurs, hein, au passage. Pas empêcher ni la curiosité, ni la... Alors, cadeau, ça c'est de l'art. On peut dire tribal, ça vient de très très loin. Hein. Et je vous raconte pas l'histoire qui va autour, ce serait dommage. Le son raconte ça tout seul. Et c'est ce que j'essayais de vous expliquer sur l'universalité et du message qui peut passer. Mimana petu jiwa
Voilà, ça c'est Yossi au Groenland qui chante pour la réconciliation entre les êtres humains et la nature. Et il va chanter ça dans des maisons de retraite. Enfin, c'est pas des maisons de retraite, c'est des. Avant, les Groenlandais, quand les gens devenaient trop vieux, ils partaient tout seuls mourir sur la glace. Maintenant, on a fait des progrès et ils restent dans la communauté et on essaye d'en prendre soin. Yossi, lui, il fait le tour des communautés, il parle aux enfants et il parle aux vieux. Et il charge les vieux et les enfants d'éduquer les adultes. Et ça marche relativement bien. Et ça sert à ça, l'art. Ça sert à communiquer. Ça a un impact phénoménal au Groenland. Mais je pense, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'entends Yossi chanter, au-delà de la Madeleine de Proust, là, du souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là, il y a un truc qui se passe en moi, dans mon corps, il y a une énergie, il y a de la dopamine dans mon cerveau qui se déploie, et ça me donne de l'énergie pour aller faire des choses derrière. Donc je pense que la fonction de l'art, alors pour le coup, Yossi, lui, il est bas carbone. Hein. Alors, comme merci beaucoup, ça. Loïc. Voilà, merci, pardon. Non, très bien. Il reste 5 minutes. On va prendre la dernière question parce qu'il y avait une main qui était levée là-haut. Puis après, je redonnerai pour le mot de la fin la parole à nos 3 invités. Bonsoir, je m'appelle Théo et du coup j'ai une petite question par rapport à ce projet sur les atmosphères. Est-ce que du coup vous avez fait une tentative de modéliser l'atmosphère future, enfin que ça soit demain en 2040, 2050 ou 2100 ? Est-ce que cette atmosphère ressemblera plus à l'archéen ou au quaternaire ? Oh, ça reste quand même du quaternaire, toi, parce que l'archéen c'était un sacré bazar. Voilà, donc l'océan faisait 90 degrés, les volcans partout, ça puait, l'acide sulfurique. Alors on parle pas, on a fait l'AD1, nous on est allé très loin dans le temps, on a fait l'AD1 avant l'archéen, donc on a un épisode primaire très violent. Ça n'a jamais été très cool, hein. Et le futur, on l'a fait aussi, oui, il n'est pas très gai, mais il pourrait, en fait, c'est une question de choix de scénario, en fait. Hein, c'est le futur. On a fait les odeurs aussi, mais on n'a pas reproduit les vrais, hein, parce qu'il y avait on aurait quelques soucis avec la police après. Vous savez, dans le genre interpellation bizarre aussi, un jour, une photographe qui m'a dit tiens, c'est une bonne idée, on va photographier le CO2. Je vous laisse avec la question de photographier le gaz carbonique. Mais on y est arrivé. On va terminer sur... il reste 2 minutes. Donc, je vais vous laisser Valère. Allez, vas-y à toi. Puis après, Thierry et Julie. Donc, juste pour dire, l'art est un langage universel. Donc, c'est le moyen le plus puissant, donc, comme j'ai dit, pour toucher donc, les cœurs et donc, l'esprit, pour sensibiliser donc, la population, pour sensibiliser vraiment toute la population à travers toutes les expressions de l'art. Et donc, la seule solution pour moi, ce monde nouveau, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un monde où ensemble, on pourra organiser, on pourra transmettre des messages justement à travers l'art en fait. Voilà. Pour moi, ma solution à moi, ça serait des résidences d'artistes pluridisciplinaires où on fait participer tout le monde et ensemble, on essaie de réfléchir à beaucoup de choses. Alors, ces 2 phrases, c'est compliqué, moi. Hein. 2 phrases. Bon, non, moi, je voulais juste... je ne sais pas trop ce que c'est l'art, ça, vous l'avez compris. Par contre, merci d'avoir fait écouter ce que vous venez de faire écouter, qui effectivement a très peu de moyens, extrêmement sensible et lié au contexte et résume tout ce qu'on a dit. Voilà. Et puis, pour aussi, je repense à l'histoire de masse, pas masse, singularité, collectif, etc. Et comme mot de la fin, se méfier des effets. On a beaucoup d'effets aujourd'hui dans le divertissement généralisé. Se méfier de l'effet. L'art, c'est pas faire des effets, c'est pas faire joli, c'est pas rendre joli le monde. L'art, c'est faire de l'art. Et je vais vous donner un exemple qui n'est pas de moi, qui est du poète René Char, et qui va conjuguer et la vitesse, et le mouvement, et l'évolution, et qui est habiter l'éclair.
Difficile de passer après ça. Je vais essayer de faire très court. Juste pour dire que, en fait, l'art, effectivement, c'est impossible de définir en une seconde, c'est hyper vaste, mais en fait, c'est omniprésent. C'est ce qui fait qu'on est vivant, qu'on est humain, qu'on est toutes et tous là. C'est ce qui construit tout, notre langage, notre manière de penser, de voir le monde. Pourquoi les artistes sont toujours soumis au pouvoir totalitaire, par exemple? Parce que en fait, ils ont un pouvoir hyper fort sur la société et que s'ils disent un truc contraire à un tyran, le tyran tombe. Donc en fait, il y a un côté très politique aussi. Et moi, j'ai entendu une phrase que j'adore, que je trouve assez marrante, et ce sera mon mot de la fin. C'est l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Je trouve ça assez chouette. On va remercier nos intervenants. Je vous remercie aussi beaucoup. Et puis, très bonne soirée à tous et à toutes. Elle est bien entamée. Merci à vous, en tout cas. Merci.